Je vous emmène aujourd'hui au cœur des Hautes-Alpes, à Mont-Dauphin, un village fortifié, perché à 1050 mètres d'altitude qui domine les vallées du Guil et de la Durance. Conçu par Vauban en 1693 pour protéger la frontière sud-est du Royaume de France, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Venez, suivez-moi, on va découvrir tout ça. Bienvenue à Mont-Dauphin, Ariane. Merci, mais quand et comment ce village a-t-il été construit? Alors ce village, en fait, c'est un projet de Vauban. Donc dès 1693, ils vont attaquer la construction de la place forte de Mont-Dauphin pour installer un système de fortification aux portes du duché de Savoie. C'est un projet pour Vauban qui souhaite vraiment créer une vie civile à l'intérieur de ces fortifications. Alors pourquoi une vie civile? Eh bien, habiter, cohabiter, ça veut dire que ces soldats qui vont être là, au bord de cette frontière et isolés du Royaume de France, vont être reçus par des civils, accueillis par des commerçants qui créeront cet aspect social et commercial. Une manière d'appâter le soldat pour qu'il veuille rester en fait, et combattre. On veut surtout les empêcher de déserter, comme on dit. Mais ce qui est tout à fait novateur pour Vauban, c'est que là, ils veulent créer de toutes pièces ce village fortifié, alors qu'habituellement, il est envoyé pour renforcer des fortifications déjà existantes. Complètement. Il va le créer ex nihilo, comme on dit. C'est-à-dire rien n'existe. Il va tout mettre en place, c'est-à-dire la fortification, le village en même temps, d'où le nom de place forte. Sachant qu'une citadelle, le village enveloppe, alors qu'une fortification qu'on appelle place forte, c'est un village qui est à l'intérieur. Il va réaliser la place forte de Mont-Dauphin sur un promontoire rocheux, qui est en partie d'ailleurs entouré par une falaise qui fait 90 mètres de haut. Et sur ce promontoire rocheux, on va y installer cette place forte. Et c'est du coup tout à fait stratégique comme position. Ils sont en hauteur, donc ils dominent les vallées du Guil et de la Durance. Ah oui, nous sommes au confluent de 24 vallées. C'est sur un promontoire rocheux créé d'ailleurs il y a des millions d'années par cette érosion glaciaire qui, par le Guil et la Durance, ont creusé cette moraine pour laisser apparaître ce promontoire rocheux. Il y a 100 ans de ça, il n'y avait plus que 14 habitants avec une moyenne d'âge de 86 ans. Aujourd'hui, nous sommes 180 habitants et ces familles tentent plutôt à revenir vers ce joli coin des Alpes. Et c'est pour ça que l'artisanat aussi, j'imagine, local se développe de plus en plus. Ça fait, c'est un projet qui a vu le jour il y a une vingtaine d'années où on a fait revenir des artisans sur la place forte de Mont-Dauphin, créer des logements sociaux et pour recréer une vie et un poumon sur cette architecture. Alors évidemment, comme dans tous les villages, nous avons une église, ici l'église Saint-Louis, mais certains disent qu'elle est inachevée. Effectivement, elle est surprenante dans son architecture. Très surprenante, c'est une église qui aurait dû être installée sur cet espace, mais avec un chœur, bras de transept et nef, presque jusqu'au toboggan que tu aperçois là-bas tout au fond. Oui. Et suite à l'intervention de Louis XIV, Vauban est obligé d'arrêter les travaux de cette église. Alors on prétextera le manque de finances. Et donc on va réduire le projet, on va avoir le chœur tout simplement. Alors Vauban va murer le chœur de cette église pour qu'elle puisse être consacrée évidemment. Et on va laisser les bras de transept et la nef comme cela, sans avoir de couverture ni de charpente. Et après, Vauban, personne n'a voulu achever en fait cette construction. Ils auraient sûrement aimé la finir, mais la problématique c'est que moins de villageois, moins de militaires, puisqu'on va récupérer la vallée du Bail à cette époque-là. Le projet va s'arrêter là. C'est qu'en 1900 qu'on va démonter la partie construite et on va conserver que le cœur de cette église. On a utilisé certaines pierres, je crois, de l'église, non? Oui, bien sûr. On a récupéré ce qu'on appellera les parpaings pour aller construire les soutes à munitions qui se trouvent juste derrière le petit volet de terre que tu aperçois là. C'est très surprenant, quand on n'a qu'un seul cœur, il paraît comme ça gigantesque du coup. C'est immense, c'est immense. On se rend compte de ce qu'aurait dû être l'église. Imaginez-vous la totalité de l'architecture construite, ça aurait été gigantesque. Et puis, la résonance du son qui est évidemment démultipliée par la hauteur des plafonds et puis cette voûte arrondie. Ah oui, mais le curé de l'époque n'avait pas trop envie de venir prêcher sur Mont-Dauphin parce qu'il disait qu'il y avait tellement d'écho qu'il avait peur que chaque fois qu'il prêchait, le Seigneur lui répondait. On a bien sûr tous les bâtiments militaires ici. L'arsenal face à moi. De quoi s'agit-il exactement? Alors l'arsenal, c'est un bâtiment indispensable dans lequel on pouvait stocker au rez-de-chaussée les canons, les bouches à feu, et à l'étage les fusils, les pièces un peu plus légères. Et il fait combien de mètres carrés à peu près ce bâtiment? Il fait dans les 500 mètres carrés, 480 et quelques. Donc on a de l'artillerie. De l'artillerie lourde, il en fallait. Il faut vraiment que je vous amène à l'intérieur, Ariane, parce que c'est vraiment magnifique. Alors on se croirait dans une crypte. Le plafond est assez bas. Ça avait une utilité particulière? Non, en fait c'est assez structurel. On a une voûte en anse de panier qui est assez basse. Oui. Et donc une voûte qui va permettre de supporter le plancher supérieur et la voûte plein cintre qu'on va retrouver au premier étage. Et donc adossé à des contreforts, c'est un bâtiment qui est très très solide. On peut monter à l'étage pour voir à quoi ça ressemble? Oui, je vous suis.
Tiens Vincent, qu'est-ce que c'est là, cette grande barre métallique? C'est ce qu'on appelle un tirant. Un tirant, en général, c'est entre deux planchers et c'est noyé dans l'architecture, on ne le voit pas. Et un tirant, c'est fait pour stabiliser les murs en cas d'explosion, si j'ose dire. Ce tirant va permettre à ce que les deux parois des murs ne se désolidarisent pas. Ah oui, alors effectivement, la hauteur de plafond est démultipliée ici. Ah, ici c'est la maquette de l'église Saint-Louis? Tout à fait, Ariane. C'est une maquette d'ailleurs qui a été réalisée par un compagnon du devoir de la Fressinouse, l'Argentière, et qui représente ce qu'aurait dû être cette église en fait. Ah oui, dans son intégralité en fait. Ouais. Tout à fait, avec le chœur, les bras de transept et la nef. On peut apercevoir d'ailleurs le chœur qui est juste là derrière. Voici une autre maquette qui présente le village de Mont-Dauphin dans son intégralité, avec toutes ses fortifications. Mais d'ailleurs, est-ce qu'elles sont vraiment toutes là? C'est celles qu'on voit aujourd'hui ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que ce plan en relief démontre un petit peu le projet de Vauban pour la place forte de Mont-Dauphin. Et il y a quelques casernes qui n'ont jamais été réalisées. Celles qui sont sur le côté sud de la fortification, celles qui sont perpendiculaires à la caserne Rochambeau, eh bien celles-ci n'ont jamais été réalisées, puisque en 1713, on va modifier un petit peu la géographie du lieu, puisqu'on va se retrouver, nous, en seconde ligne, puisqu'on va récupérer la vallée du Bail. On aperçoit aussi la magnifique porte d'entrée ou de sortie, comme on veut, et le pont en arc-boutant qui traversera le fossé pour aller jusqu'à une demi-lune sur laquelle on retrouve un corps de garde. Ceci n'a jamais été réalisé. J'appelle d'ailleurs ce projet la symphonie inachevée de Vauban, puisque la partition a été écrite, mais la musique n'a jamais été jouée jusqu'au bout. Mais décidément, ça devait être frustrant pour ce Vauban. On n'achève pas l'église, on n'achève pas le village. C'est certain, mais bon, d'autres projets ont vu le jour ailleurs que sur Mont-Dauphin. Alors par là-bas, je crois que c'est la poudrière et ça se passe à l'extérieur, juste à côté? C'est ça. On y va? Allez. Mais pourquoi ce village s'appelle-t-il Mont-Dauphin? Monticule, montagne, dauphin en référence au futur dauphin du royaume de France, du roi Louis XIV ou du roi Louis XV, c'est peu importe. En face de nous, la poudrière, mais c'est surprenant parce que là, sur le plan en relief que vous m'avez montré à l'intérieur de l'arsenal, il était à l'air libre et là, il est enseveli sous un grand monticule. Pourquoi? En fait, cette architecture a été modifiée en 1882 pour rajouter une calotte de terre par-dessus la poudrière existante pour qu'elle se végétalise, pour qu'elle ne soit plus vue de loin ou accessible de loin. Donc c'est pour une raison esthétique ou plutôt pour se cacher encore plus? Ah, c'est plus une raison défensive, pour se cacher. En fait, Mont-Dauphin devient dépôt de munitions. Quelque part, on a besoin de stocker ces munitions, mais qu'elles ne soient pas exposées aux 80. Et donc, on va rajouter cet énorme cocon de terre pour protéger correctement ce fameux stockage de munitions. On sent beaucoup de vent toujours autour de nous. C'est permanent à Mont-Dauphin, ce vent-là omniprésent? Tous les après-midi, et d'ailleurs, Vauban, quand il arrive sur ce promontoire rocheux, il parlera d'un plateau des 1000 vents, des mauvais vents. Malaores en occitan, mauvais vent, malaores, 1000 vents, milaores. L'avantage, c'est qu'on n'a jamais trop chaud, même quand on a un beau temps comme aujourd'hui. Allons voir la poudrière à l'intérieur, qui cache encore 1000 secrets. Ah, et là, il y a des graffitis d'époque? Non, elles sont loin d'époque. En fait, il y a énormément de graffitis sur la place forte de Mont-Dauphin, que ce soit les civils, les militaires, et même les enfants, puisque moi-même, j'ai dû en laisser pas mal sur les rues. C'est très vilain. Oui, je sais bien. Allez, on va à l'intérieur. Alors là, c'est multi-étage, on a plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui se passait en dessous? Alors le niveau bas, c'est un niveau qui permettait, en fait, on imagine un fossé qui a enveloppé la structure de l'architecture au départ, jusqu'en 1882. Et ensuite, cette poudrière va se séparer en 2 étages. Un sous-sol avec un sous-sol inondable, au cas où l'ennemi prendrait la place forte de Mont-Dauphin. On s'était donné le droit et réservé le droit de noyer la salle basse pour humidifier la poudre, pour pas qu'elle passe aux mains de l'ennemi. Et en fait, en salle supérieure, on va retrouver le stockage. Et d'ailleurs, à l'intérieur de cette poudrière, on pouvait stocker jusqu'à 84 tonnes de poudre noire. Chef-d'œuvre architectural, toujours avec des voûtes magnifiques. Complètement une voûte en tuffeau qui n'est pas d'ici, c'est une voûte qui est dotée de pierres très aérées, donc beaucoup plus légères que celles qu'on peut trouver dans le coin. Et ce qui permettait, en cas d'explosion, à ce que cette voûte s'ouvre et laisse passer le souffle dans sa verticalité. Et là, ce sont des meurtrières ici? Non, ce sont des évents qui permettaient de faire un appel d'air de l'extérieur vers l'intérieur. Vous avez aussi ici une fenêtre qui permettait de créer un réel appel d'air, qui permettait de créer cette turbulence. Et ensuite, on avait cette ouverture que vous voyez là-haut, qui permettait de chasser l'air chargé d'humidité vers l'extérieur. Une vraie ventilation? Complètement, ce qu'on appellerait une VMC aujourd'hui. Et quelle est l'importance de ventiler absolument cette pièce? C'est très important car la poudre noire ne supporte pas les dépôts d'humidité. Donc en fait, on crée ce courant d'air de manière à ce que ça ventile au maximum. L'humidité étant des microparticules qui sont en suspension dans l'air, on crée ce courant d'air pour qu'on accompagne l'humidité vers l'extérieur et qu'elle ne se pose pas. Quelles sont les particularités architecturales de cette forteresse? Alors cette fortification a pour particularité d'être en forme d'étoile. Une forme d'étoile qui va permettre d'avoir des coins, des recoins, mais des pointes vers l'avant qui vont permettre à ce qu'il n'y ait pas d'angle mort. Donc chaque pointe va diriger l'autre, c'est ce que Vauban disait.
Et on a un système qui est assez particulier. Là, à l'endroit où on se trouve, on est au devant de la porte principale, c'est-à-dire de ce fameux mur de courtine avec les bastions de part et d'autre. Et on a un plateau qui part vers l'avant, qu'on appellera glacis d'ailleurs. Et ce plateau est en forme de pente. Ce décaissement est fait pour que l'ennemi, quand il arrive vers cette architecture, ne puisse pas avoir même l'endroit où nous nous trouvons actuellement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent en aucun cas nous voir. En aucun cas. L'ennemi reste non seulement à découvert, mais sans pouvoir agir contre nous. Et c'est plus facile peut-être aussi de tirer sur lui, non? Tout à fait. Nous, on a des possibilités de le voir, donc on va pouvoir lui tirer dessus. Alors qu'un ennemi qui ne verra personne ne pourra pas savoir sur qui tirer puisqu'il ne verra personne. Voir sans être vu. C'est la devise, non La devise de Vauban, exactement. Voir sans être vu. Vauban disait qu'ici, c'était un plateau béni des dieux. Mais pourquoi? Nous sommes sur 360 degrés de visibilité. Quand il arrive, il y a déjà cette falaise, puisqu'on est enveloppé par une roche calcaire. Cette roche, c'est une érosion glaciaire sur laquelle Vauban a pu positionner sa fortification. Et là, au fond, qu'est-ce que c'est? Alors au fond, c'est la lunette d'Arçon. C'est un bras armé, en quelque sorte. On envoie cette architecture vers l'avant, de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas venir nous ennuyer au plus près. On anticipe l'entrée du village, en fait, en le protégeant comme ça. Tout à fait, on anticipe l'entrée et puis on va pouvoir, à près de 160 mètres de cette fortification, aller vérifier une arrivée ou une installation d'un ennemi éventuel. Allons-y. Là, on arrive dans les fossés. C'est ça, on est dans les fossés, on va rejoindre le souterrain qu'on a à fond. Mais est-ce qu'il faut imaginer ça rempli d'eau ou pas du tout? Non, absolument pas. Vauban ne souhaite pas. On est plutôt au Moyen-Âge quand on a de l'eau. Et là, Vauban, lui, il cherche à ce que l'ennemi sache qu'il va être attendu dans son fossé. Ça veut dire que l'ennemi, s'il veut rejoindre l'intérieur de cette place forte, il faut qu'il fasse tomber cet appareillage de pierre. Pour pouvoir entrer, on dit qu'il va créer la brèche à cette époque. Cette brèche va créer un toboggan de terre par laquelle l'ennemi va pouvoir monter. Et pour ne pas que cet ennemi puisse le faire, d'où l'intérêt d'avoir ce système en étoile, on va pouvoir d'un tir croisé prendre l'ennemi en tenaille avant qu'il ne puisse arriver à l'intérieur ou au pied de ce mur. Mais comment s'organisait le système défensif à Mont-Dauphin? Alors le système défensif à Mont-Dauphin s'organisait de telle manière à ce que l'ensemble des tirs puissent converger sur un seul et même axe. Oui. Donc là, cet axe, Vauban l'appelle sa capitale. Une capitale, c'est-à-dire je prends une feuille blanche, je trace un trait, et par rapport à ce trait, cet axe, je vais argumenter mon système de fortification. Un petit peu comme un entonnoir. De manière à ce qu'à l'inverse, vers l'ennemi, je puisse converger tous les tirs, de l'ensemble d'ailleurs de cette architecture, sur un seul et même axe, qui nous mènera jusqu'à la lunette d'Arçon. Et à l'inverse, à l'extérieur, ils ont des tirs qui partent de partout. Et c'est comme un entonnoir. Si je retourne un entonnoir, je vais devoir converger tous mes tirs d'un côté, mais de l'autre, je vais diverger tous mes tirs. Mais d'où vient cette fraîcheur là? Ça vient du souterrain. Souterrain qui va nous amener jusqu'à la lunette d'Arçon. C'est extrêmement long. Combien de mètres de long? 113 mètres. 113 mètres de long pour arriver jusqu'à la lunette. Et après la lunette, on a en gros 47 mètres. Ce qui nous permet d'aller vers l'ennemi. Allez, dernier effort. Quelques marches à gravir. Encore, et ça y est, nous y sommes, la fameuse lunette d'Arçon. Mais alors, pourquoi elle porte ce nom-là, lunette? Alors, comme vous pouvez le voir, on va avoir une vue parfaite sur 360 degrés. Les meurtrières sont vraiment échelonnées de manière à ce qu'il n'y ait, encore une fois, aucun angle mort. Alors, on comprenne bien, nous avons avancé dans ce souterrain sur 113 mètres, nous sommes à présent ici au niveau de la lunette. C'est ça. Et alors, il se passe plein d'autres choses par là-bas. Les fameux 40-47 mètres se projettent vers l'avant pour aller rejoindre des casemates à feu de revers qui vont permettre de couvrir le devant de la lunette. Derrière nous, la caserne de Rochambeau. À quoi servait-elle et surtout à qui? Alors cette caserne servait en partie extérieure de rempart, puisqu'on propose un rempart à l'ennemi. D'autre part, côté intérieur, on va avoir des chambrées de soldats. On va pouvoir recevoir entre 6 et 900 soldats à l'intérieur de cette architecture. Alors le but, c'était dans un premier temps de pouvoir avoir sur une terrasse d'artillerie positionner 80 bouches à feu sur la passe de Guillestre. On a aussi un système qui permettait d'avoir une vue parfaite sur l'ensemble de la vallée du Guil. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de soldats à l'intérieur de Non. cette caserne. En revanche, il y a des artisans, notamment un qui produit du fromage ici au rez-de-chaussée. C'est cela. On va goûter le bleu du Caire. Allez, Il est c'est parti. savoureux, non? Allez, oui, très bon. C'est gigantesque. Ici, ça s'étale sur combien de mètres carrés, Mont-Dauphin? 11 hectares. 11 hectares. Ouais, c'est impressionnant, c'est vraiment quelque chose d'immense. Petit en soi, mais immense par sa force et par son implantation. Mais quand on visite Mont-Dauphin, on a des courbatures à la fin de la journée. Ah oui, ah oui. Alors, cette cave d'affinage est l'une des deux seules installées dans un fort en France, c'est bien ça?
C'est bien ça, tout à fait. Mais quel est l'intérêt d'avoir mis ces fromages ici? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée au niveau de la température peut-être? Alors c'est des caves où en fait on va pouvoir que maîtriser pendant l'été la température et l'humidité. Sinon c'est assez naturel pour développer en fait tout ce qu'ils ont de leur caractère. Mais initialement je crois qu'ici c'était une champignonnière, c'est ça? C'était de l'autre côté en fait. Il y avait des pleurotes et ils faisaient des chicatés aussi. Là qu'est-ce qu'on entend là? C'est quoi ce bruit? Ça c'est l'humidificateur. Parce qu'il faut en permanence humidifier le fromage? Oui. Sinon voilà, il fait comme lui, il craque. Il Voilà. s'assèche, hein, comme une C'est terre ça. qui craquellerait. Tout à fait. Ouais. Donc c'est pour ça, on rajoute en fait toujours de l'humidité. Parce il fait assez chaud dehors et du coup c'est assez humide. Donc voilà, il n'y a pas assez d'humidité. J'ai fait combien de degrés ici? Il faut aux alentours des 12-13 degrés en fait, ça dépend, on peut descendre jusqu'à 10. Encore et toujours pour conserver au mieux ces fromages. Pour conserver, tout à fait. Et on est entre 95 et 100% d'humidité. Combien de variétés de fromages avez-vous ici? Il y a 4 variétés. Il y a les gros, donc nos fruités, on a des tomes, vaches et chèvres, on a de la tome grise et on a du bleu du Queyras aussi. Et ça c'est le fromage... Ça, c'est le fruité, voilà, D'accord. c'est ceux qui sont là. Je me permets. Hein. Ouh là là que c'est bon. Je vous aime bien. Là, on a de la tome à l'ail des ours aussi. L'ail qu'on sent en bouche, j'ai l'impression d'avoir une gousse dans la bouche, là, une gousse d'ail. Très parfumé. Oui. Après, celle-ci, c'est la tome de montagne, donc un peu plus... Moi, j'arrête pas. J'en connais un derrière qui est très très jaloux. Il nous observe, il aimerait bien en goûter. Vous pouvez venir hein, en goûter. Ah bah comme par hasard, Vincent a choisi la pièce maîtresse peut-être de cette cave d'affinage, le fameux bleu du Queyras. Qu'est-ce qu'il a de particulier ici? C'est un bleu qui est assez crémeux. On en a un autre. Oh Voilà. Là on voit la crème, on dirait du beurre presque. Là, on voit bien en fait qu'il est bien crémeux et on voit notre bleu. Non, je vais pas le faire quand même. C'est vrai que ça donne envie de croquer. Qu'est-ce qui nous montre la qualité du produit? Là, en fait, quand on le coupe, on va voir qu'on a quand même du bleu qui est assez de partout. Uniforme, Et ouais. voilà. Et après, on a quand même un peu ce côté-là, là, qui est assez crémeux. On va aller chercher en fait toutes ces cavités où le bleu va pousser dedans. C'est combien de temps pour obtenir un fromage comme ça? Là, on est sur une vingtaine de jours. C'est tout. C'est tout. Ouh. Quand la fabrication est bien faite, ça va très vite. On continue de grimper pour atteindre cette fois-ci les combles. Allons-y. Je crois qu'il y a une exposition qui nous attend là-haut. Ah oui, 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 très belle exposition. Allez, au pas de charge. C'est l'heure de la montagne, hein? Passé. Elle m'a dépassé. Faut éliminer le fromage là. Ah oui, faut le faire partir. Quoique, hein. Oh, mais quelle charpente impressionnante. On dirait une coque de bateau renversé. C'est absolument ça. C'est une charpente qui a été réalisée mi-19e siècle pour venir recouvrir la fameuse terrasse d'artillerie dont on parlait tout à l'heure. À cause d'infiltration d'eau, bien sûr, eh bien, a mis en péril le bâtiment qui se trouve en dessous. Et donc la décision a été prise de rajouter cette magnifique charpente par-dessus cette terrasse pour mettre hors d'eau le bâtiment qui se trouve en dessous. On dirait presque le squelette d'un dinosaure parce que ça tourne là-bas au loin, ça se contorsionne. Ah ouais, tout à fait. C'est un ensemble en fait qui marie des morceaux qui ne mesurent pas plus d'1,20 m. Elle est entièrement démontable et transportable à dos d'homme. C'est une charpente qui est très aérée et qui permet de ne pas avoir trop d'appui sur la voûte du dernier étage. Grande légèreté, très aérien dans la construction. Quand je me retourne, je vois face à moi une exposition gigantesque avec toutes sortes de sculptures mettant en scène une bataille. Laquelle? Alors c'est la bataille de Little Bighorn qui se passe aux États-Unis au 19e, tout début du 19e siècle. C'est la seule bataille que les Amérindiens n'ont pas perdue contre l'armée régulière des États-Unis. Face à nous, un personnage qui semble implorer les dieux, c'est ça? C'est ça, c'est Sitting Bull qui est en train d'implorer les dieux pour que les moissons soient bonnes. Donc le dieu du soleil pour avoir la pluie quelque part, il va avoir une vision et cette vision l'avertit en quelque sorte que l'armée des États-Unis attend de les piéger lors de leur fête des moissons qui va se faire au bord de la rivière de Sitting Bull. Comment sont travaillées ces sculptures? On dirait de la terre, on voit de la fibre, de la résine. C'est ça, donc dans un premier temps, on a une armature en fer avec un grillage pour donner la première forme. Ensuite, on va avoir une résine qui va être collée sur cette armature et suivie de toiles de jute, de terre du Sénégal et de pigments du Sénégal. Il y a en tout ici 35 sculptures, c'est ça? On dira 35 œuvres, mais la 36e, c'est les 35 réunies. C'est comme un livre. On dirait 36 pages de ce livre. On tourne une page à chaque fois qu'on a une scénette et les 35 scénettes font l'œuvre dans sa totalité. La bataille de Little Bighorn. Un musicien à présent
Il claironne? Oui, là nous sommes en présence de ce clairon, la pièce maîtresse de l'histoire de cette bataille, parce que c'est un Italien, il ne maîtrise pas beaucoup la langue anglaise et il va recevoir un ordre. Et cet ordre, il va mal l'interpréter. Plutôt que de sonner en fait l'attaque, il va sonner la retraite. Ah, d'accord. Oui. Et c'est à cause de ça, ou grâce à ça, que les Amérindiens ne vont pas perdre cette bataille. Au-dessus de nos têtes, nous avons l'horloge du village qui ne semble pas à l'heure. Comment elle fonctionne? Alors c'est une horloge mécanique que je dois remonter tous les 4 jours. Donc d'ailleurs aujourd'hui, est-ce que vous serez volontaire pour remonter le temps à Mont-Dauphin? Mais plus que jamais. Allons-y. Oh là là. Ouh. Nous entrons dans les entrailles, ça y est, de l'horloge. Mais à quoi correspondent ces deux poids? Pour le premier, celui qui est par terre, au sol, c'est le poids du carillon. Donc c'est celui qui va sonner les heures. Et on a une manivelle pour pouvoir remonter ce poids jusqu'à la cime. Ensuite, on va avoir un autre poids qui lui est relié aussi à une couronne qui va permettre de remonter les heures et les minutes. D'accord. Et c'est moi qui vais devoir hisser tout ça? C'est vous qui allez devoir ici tout ça. On va d'ailleurs le faire tout de suite. Allez, c'est reparti pour l'huile de coude et l'escalade. Fini plus. Et c'est solide, hein, rassure-moi. Oui, oui, c'est solide. Les trois, de plus en plus ambitieux comme travail. C'est minuscule. Ultra exigu. Oula. C'est le tic-tac de l'horloge là qu'on entend? C'est ça, c'est ça. C'est tout le mécanisme qui est à l'intérieur de cette petite boîte. Et vous allez d'ailleurs tourner cette manivelle pour pouvoir remonter les minutes. Je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et là encore, ça demande une force. Et je le remonte jusqu'à quand? Jusqu'au moment où vous allez voir apparaître le petit chiffon blanc sur le câble de la poulie. Allez. Ah, ça y est, je vois le chiffon blanc. Et bien maintenant, vous allez remonter le carillon. Hop, même technique. Hop, et dans l'autre sens. Oh, c'est plus lourd. Et là, je remonte ça en combien de temps? Pendant un bon moment. Vous y allez. C'est vous les muscles. Oh! Oh! Mais ça y est, ça sonne. C'est à l'heure? Oui, vous avez remis l'horloge à l'heure et vous avez remonté le temps à Mont-Dauphin. Et nous voici à présent dans le jardin historique de Mont-Dauphin. Et j'ai la grande chance là d'avoir en face de moi un vrai Mont-Dauphinois, le jardinier du village. C'est ça, vous êtes né ici? Et ma famille est ici depuis 6 générations. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Je suis en train de sortir des petits tubercules de terre qui s'appellent des buniums. C'est un légume un peu oublié, ça peut s'éplucher à la main comme ça, c'est assez facile. Ah, mais on dirait une énorme noisette. Ouais, on l'appelle la noisette de terre d'ailleurs aussi. D'accord. Et ça à la poêle, un petit peu dans de l'huile d'olive, c'est un petit goût assez particulier, un petit peu pomme de terre, un peu popcorn. Mais en fait, ce jardin, on le dit historique, pourquoi? Parce qu'il est sur un site historique, sur un site classé, sur une maison qui date de 1692. Mais c'est d'abord un jardin ethnobotanique, c'est-à-dire toujours le relationnel de la plante et de l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ma grand-mère allait chercher le tilleul qui est en bas de la plantation et pas celui-là qui est en haut de la plantation. Parce qu'il avait meilleur goût, parce que c'était un muscat, elle le connaissait. Voilà pourquoi c'est un jardin ethnobotanique. Ce jardin est composé, j'ai l'impression, en deux parties, devant le mur et derrière le mur, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une partie extérieure qui est ouverte au grand public et la partie intérieure, elle, où il y a tous les légumes anciens, la plupart des plantes toxiques et mortelles aussi que je cultive. J'ai beaucoup de scolaires ici et c'est des enfants qui sont en montagne tous les week-ends avec les parents, donc je préfère leur montrer les plantes qui sont toxiques, voire mortelles, plutôt qu'ils aillent, eux, par une mauvaise expérience, manger un fruit de belladone ou de ciguë ou je ne sais quoi. Et au niveau des plantes toxiques, qu'est-ce que vous avez? On a de la jusquiame noire qui était utilisée à l'époque comme une anesthésie générale. On a la Tropa belladonna qui est aussi une de ces plantes de sorcières. 3 petits fruits suffisent à tuer un enfant et 6 pour un adulte. Belladonna, ça vient de l'italien belle dame parce qu'à la Renaissance italienne, les bourgeoises italiennes se faisaient fabriquer un collier à base de cette plante. Et en se mettant une petite goutte dans l'œil, ça dilate la pupille. Et du coup, ça leur donnait des regards de biche. Et c'est encore ce qu'on utilise aujourd'hui chez l'ophtalmo. Souvent, on vous met une petite goutte dans l'œil pour voir le fond de l'œil. Eh oui. Et ben, c'est de l'atropine. Et cette atropine est tirée de cette Atropa belladonna. Oh, cette jolie fleur bleue. Je crois la reconnaître, c'est de la bourrache, non? Oui, tout à fait, de la bourrache. Une plante alimentaire, on peut toute la planter comestible, que ce soit aussi bien la tige, même avec ses poils là, qui sont un petit peu irritants, mais on peut tout manger.
On mange aussi la fleur, qui a un petit goût d'artichaut ou un petit goût d'huître. Si vous voulez goûter, ouais. Il y a un petit goût de crustacé, on ne sait pas d'où ça Mais vient. c'est vrai? C'est iodé. C'est iodé, alors nous on en met beaucoup dans les salades, ça donne des salades de fleurs très colorées. Et le nom de bourrache, ça vient du celte barache, qui veut dire homme de courage. C'est une plante qu'on peut manger comme ça crue et ça donne du courage. Et ça enlève les amertumes aussi et les chagrins d'amour. Que de vertu. Et là, c'est longue tige. Qu'est-ce que c'est avec des petites fleurs en train de... Alors ça c'est du millepertuis. On le reconnaît quand on prend la feuille, qu'on la regarde au soleil, il y a plein de petits Ah oui. trous dedans. Oui. C'est d'où son nom de 1000 petits trous, 1000 pertuis. Cette glande rouge, avec le soleil, avec la chaleur, ça se diffuse et l'huile d'olive va devenir rouge comme de l'hémoglobine. Et ça, en fait, c'est un petit peu comme de la biafine pour lutter contre les coups de soleil, toutes les brûlures aussi, c'est cicatrisant. Et ça marche aussi sur tout ce qui est inflammation. Dès qu'on a cette sensation de feu dans le corps, on peut mettre du millepertuis. Nous avons ici une fleur de salsifis. À l'époque, ici, ils faisaient toutes les décorations de Noël, des baptêmes, des mariages avec. On enlève tous les sépales verts, on ligature la partie haute avec un petit fil et on détache la graine de l'ombelle. Et après, on attend que ça sèche, ça va nous donner une jolie petite fleur. On peut aussi faire des pétillants avec différentes plantes, différentes fleurs, du coquelicot. Ici, on a du trèfle. Et là, c'est des fleurs d'acacia. Donc on fait macérer ça dans de l'eau avec du citron et du sucre. Et ça va nous donner des pétillants. Je suis pas seule à boire quand même. C'est délicieux. Si vous souhaitez à votre tour visiter ce magnifique village fortifié, sachez qu'il est ouvert toute l'année, tous les jours, à l'exception du lundi, de 10h à 18h. Prix de l'entrée 7 €, mais c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel du village, villagefortifié-montdauphin.fr.